Bienvenue à toutes et à tous. Thierry Châtelier, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, Thierry, avant de commencer, est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie ? Je crois qu'on peut se tutoyer. Moi, ça me va. Moi, ça me va aussi. Ça fait partie des pratiques habituelles. En tout cas, merci Thierry. Thierry, si tu es connu de nombreux salariés du périmètre de SCE d'Orange, tu es également connu de nombreux salariés et dirigeants du groupe, puisque tu occupes au conseil d'administration d'Orange le siège de représentant des salariés actionnaires. C'est bien ça ? Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce rôle au sein du conseil d'administration d'Orange ? Eh bien, le rôle consiste d'être présent au sein de ce qu'on appelle le board, qui définit les grandes orientations stratégiques, les grandes orientations économiques de l'entreprise, et d'y porter la voix alors, de tous les personnels, presque, en tous les cas, tous ceux qui possèdent au moins une action, et donc de pouvoir participer à ces débats et de porter cette parole particulière des personnels. Bon, vous l'avez compris, on a un double attachement, évidemment, à l'entreprise dans laquelle on vit, on travaille, on gagne son salaire. Et puis ce temps long, puisqu'on est copropriétaires tous ensemble d'une petite partie du capital, qui d'ailleurs, à la fin de la carrière, comme on dit, quelle que soit sa durée d'ailleurs, forme un capital qui permet d'acheter une maison, de vivre de la retraite ou éventuellement de faire un autre projet. Ça, on verra d'ailleurs, ça fait partie des questions que nous aborderons ensemble. Pour celles et ceux qui nous regardent, je te propose de te présenter en quelques mots. Alors, qui es-tu ? Allez, je me présente en quelques mots. Donc, Thierry Châtelier, moi je suis, évidemment, comme tu viens de le dire, administrateur représentant le personnel actionnaire. Je suis aussi, et c'est nouveau, secrétaire général de la CFE-CGC Orange. Et puis, je suis salarié avant tout, comme vous tous, et salarié en particulier sur le périmètre Orange Business. Merci. Peut-être d'autres petites questions. Alors, on en a tous à l'esprit. La première d'entre elles, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire sur Christelle Hedman ? Comment elle est ? Alors, tu attaques fort, j'ai envie de dire joker. Christelle Hedman est dirigeante, moi je suis salarié. Voilà, chacun est dans son rôle. Ok. On ne cherchera pas à interpréter Aucune interprétation. Chacun dans son rôle est professionnel avant toute chose, c'est ce que je peux dire. Dans ton parcours chez Orange, alors qu'est-ce que ça a été d'abord ton arrivée chez Orange, tes premières activités ? Mais écoute Pascal, je vais te faire un aveu, je suis né dans cette entreprise. Je suis né dans cette entreprise, mon père était dans cette entreprise. Donc j'ai grandi dans cette entreprise. Donc j'ai vu l'évolution de cette entreprise, j'ai vu l'évolution de la fonction publique vers une entreprise de droit privé. J'ai fait mon premier stage en 3e, à l'époque où ce n'était pas obligatoire, j'étais le seul de ma classe. J'ai découvert un homme dans une blouse blanche. C'était pas un médecin, c'était un chef technicien dans un autocommutateur E10BN Alcatel. Pour les spécialistes, il doit en rester quelques-uns qui nous écoutent. Et ça a été une révélation parce qu'il m'a dit l'avenir, il est là, ça va être les réseaux, on va communiquer à travers un truc qui s'appelle Internet. J'étais en classe de 3e, ça m'a stupéfait, ça m'a encouragé et la vocation est née, j'allais te dire, quasiment naturellement. Dans les dernières activités, avant de prendre ton mandat, tes dernières activités professionnelles, alors je sais qu'il y a eu un élément de ta carrière qui était assez marquant, c'est celui de Orange Horizon. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une aventure. Alors, j'ai passé beaucoup de postes d'une direction commerciale, direction technique, des choses tout à fait classiques. Mais oui, j'ai participé aussi à l'aventure Orange Horizon. Orange Horizon, c'était une sorte d'incubateur avant l'heure. On expérimentait des services dans des pays où on était opérateur, voire on n'était pas opérateur. Je vous donne un exemple. On a ouvert des boutiques, j'en suis personnellement très fier, dans des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Brésil. On a démontré que c'était rentable et qu'on pouvait avoir des clients alors qu'on n'était pas opérateur. Voilà ce qu'on faisait comme expérimentation, du digital, du service en ligne, éventuellement des opérateurs virtuels, des projets d'opérateurs virtuels. Voilà, ça a été une zone d'expérimentation extrêmement fertile dans laquelle on remet en question ce qu'on sait, on remet en question ce qu'on est et on apprend surtout. Ok.
Alors ça rejoint un peu le thème autour duquel on s'est contacté. On est en contact assez régulier sur LinkedIn. Je t'avais contacté après ton post sur la fermeture du comptoir, entre guillemets, aux États-Unis, comptoir californien. Qu'est-ce qui a motivé ta réaction comme ça sur LinkedIn? Oui, la fermeture du bureau d'Orange Silicon Valley, alors il y a 28 salariés, évidemment, pas trop d'inquiétude sur ces salariés. Ils sont dans une partie du monde, en tous les cas, où les offres d'emploi sont multiples. Ils seront d'ailleurs bien traités par le groupe. Le sujet est moins social en réalité que symbolique. C'est probablement le plus bel écosystème qui m'ait été donné de voir, et j'ai beaucoup voyagé. Et cet écosystème, il a permis à des générations de s'identifier à l'idée qu'on pouvait faire des choses nouvelles. Il y a des pionniers. On n'a pas trouvé d'or en Californie, mais on a trouvé des cerveaux. Ces cerveaux, ils ont créé ces réseaux sociaux, ils ont créé le monde dans lequel on est en train de vivre, dans le monde dans lequel aussi on est en train d'aller. Et cette symbolique, elle pouvait dire deux choses. Elle pouvait dire, bon écoutez, on a tout vu, donc on n'a rien à apprendre. Elle peut dire, bon écoutez, l'avenir, il n'est pas là pour nous. Et quelque part, en plein cœur de l'été, au mois d'août, ça a révélé quelque chose d'assez fort chez moi, et probablement chez beaucoup d'autres, au vu des réactions qui ont été extrêmement nombreuses. Donc c'est ça, c'est un symbole, mais c'est un symbole extrêmement fort, et c'était d'autant plus fort que pour moi, ces pionniers, en tous les cas à San Francisco, que j'ai souvent rencontrés, c'était les pionniers de l'avenir et de la construction de cet environnement digital dans lequel on est. Voilà pourquoi je pense que tout le monde s'est identifié assez naturellement à cette information. Ok. On va revenir sur des choses un peu plus personnelles avant de rentrer dans les thématiques que je souhaitais aborder avec toi. Ton sport préféré? Alors, à pratiquer, je dirais que c'est la course à pied, parce que c'est le plus simple à pratiquer pour moi. À regarder, je dirais que c'est le rugby. Alors, non pas parce que c'est la Coupe du Monde, mais enfin, je viens du Sud-Ouest. Nous, c'est le rugby, je suis désolé. Pour les footballeurs, en tous les cas. Ton style de vie, alors, que tu te qualifierais comment? Je suis un voyageur, je suis un nomade. J'ai la chance de vivre sur Terre, au sens plein entier du terme. J'ai la chance de beaucoup voyager, j'ai la chance de découvrir beaucoup de cultures, à la fois professionnelles, personnelles. Je suis extrêmement curieux d'autrui, et l'altérité est un sujet très important pour moi. Ton livre préféré? Je sais que tu es lecteur. Là, tu touches à quelque chose de sensible. J'ai toujours un livre quand je suis dans les transports, parce que pour moi, le voyage et la lecture s'associent pleinement. Je pourrais te citer Albert Camus quand même. Wow. Magnifique auteur, pour moi en tous les cas. Ton film préféré? Alors, je suis moins cinéphile. Je ne vais pas te dire la 5e compagnie, tout le monde va se moquer de moi. Ah non, évidemment, j'ai un film en tous les cas qui m'émeut toujours beaucoup, et probablement il est lié d'ailleurs avec mon expérience du voyage. C'est Invictus. Ce film qui traite d'un épisode très important de rugby et de Nelson Mandela et de son rapport à l'équipe nationale. Et je crois que c'est un film qui porte un très très beau symbole d'humanité. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dont je fais partie, je l'avoue humblement, pourtant je suis assez cinéphile aussi. Racontez-moi quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je suis curieux d'avoir vos réactions sur ce film. Ce sera fait. Quand tu ne bosses pas chez Orange, tu fais quoi? Je bosse. Alors, ça peut paraître drôle, mais en fait, je suis assez passionné. Donc, évidemment, j'interagis quasiment tout le temps. Mais quand je bosse pas, je visite. Je visite beaucoup. J'adore les expositions, j'adore les spectacles, j'adore la culture. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, j'aime bien manger aussi. Donc, je profite de la vie, quoi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les personnes que tu rencontres? Je suis assez sensible à leur méchanceté. C'est vraiment le seul trait probablement de caractère dont je me méfie quand je le détecte. Et à contrario, qu'est-ce que tu aimes
chez les personnes que tu rencontres? J'aime tout. Je suis très curieux de leur manière de penser, de leur manière de vivre, de leur manière d'être, sans les juger. C'est pour moi la merveille, quelque part. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est les personnes nouvelles que je peux rencontrer qui m'apportent évidemment quelque chose. Moi, je suis un homme social. D'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans d'autres sujets rapidement, mais je suis moins sensible au télétravail, par exemple, parce que je suis sensible à la sociabilité avec les autres. J'ai besoin de voir les gens avec lesquels je travaille, que je connais, que j'apprécie, qui me donnent cette énergie. J'ai besoin aussi de rencontrer en permanence des personnes nouvelles, parce qu'ils me permettent en permanence aussi de me dire « Tiens, mais oui, c'est un peu différent de ce que je fais, c'est un peu différent de ce que je pense. » Voilà. Merci. Bon, on va peut-être en rester là, hein, sur la découverte de la personne, de l'homme. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter avant qu'on clôture ce paragraphe? Bah, rien de particulier. Rien de particulier, on peut attaquer? On peut attaquer la suite. Ok, alors Thierry, bon, je propose que pendant cet entretien, nous puissions passer en revue un certain nombre de sujets. Je sais que ton statut d'administrateur t'impose une obligation de réserve. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je m'exprimerai très officiellement à titre syndical, de mon mandat syndical qui m'offre la liberté, évidemment, dans l'entreprise, faire des commentaires. Je ne peux pas vraiment faire de commentaires au titre de mon mandat d'administrateur, donc je parlerai au titre de mon mandat de délégué syndical qui m'autorise une certaine liberté de remarques et de critiques sur le fonctionnement de l'entreprise et de propositions. Et en tous les cas, j'en ai quelques-unes à partager avec vous. Parfait. Bon, mais voilà, sans dévoiler de secret, ta vision de l'entreprise et de sa stratégie nous intéresse. Et parmi les sujets que nous aimerions évoquer avec toi, il y a bien sûr le plan Lead the Future. Nous sommes ici dans un établissement dont l'activité est de déployer et d'exploiter le réseau d'Orange. Lead the Future a pour ambition... Alors, si tu me permets de t'interrompre, d'abord, je suis ravi que cet enregistrement, il faut le dire, pour les gens qui nous regardent, ait lieu dans une unité d'intervention. C'est le cœur de l'histoire de cette entreprise. Voilà. Nous ne sommes pas dans un siège, on n'est pas dans un lieu ad hoc, on n'est pas dans un lieu de coworking, on est dans une unité d'intervention. Et ça, symboliquement, c'est important pour moi. C'est la première fois où j'ai mis les pieds dans l'entreprise. C'est dans un répartiteur, puis dans un central. Donc, dans une unité d'intervention. Merci de cette précision. Alors, Lead the Future a justement pour ambition de recentrer les activités d'Orange sur son cœur de métier, les réseaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point? Quelles sont les perspectives pour les métiers techniques de ce domaine? L'analyse qu'on peut en faire pour l'instant, et qui est une analyse sans doute un petit peu critique. Lead the Future, pour nous, n'est pas réellement un plan stratégique. Il a posé plus de questions qu'il a répondu en réalité. Il donne un axe qui est de dire 2030. Il donne une grande direction, mais un plan stratégique, c'est un peu plus précisément que ça. C'est une manière d'incarner et que tout le monde puisse se rallier, visualiser en réalité ce vers quoi on va aller et surtout ce qu'on va être. C'est ça l'effort d'un plan stratégique. Et quelque part, un plan stratégique, ça pourrait se résumer par « on va là ». Et pour à peu près tout le monde, c'est cohérent. Là, on a plutôt un cadre stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est 2025, qui est une étape financière. Les dirigeants de l'entreprise ont fait des constats, ils les ont partagés d'ailleurs avec les personnels. Ils considèrent qu'il y a un benchmark à faire, que ce benchmark, il nous met dans une possibilité de progresser, puisque le benchmark nous met parfois de manière assez défavorable sur profitabilité, sur un certain nombre d'indicateurs. Et donc les dirigeants ont dit, en 2025, on doit améliorer un certain nombre de choses. Donc il y a cette étape qu'ils ont définie. Voilà. Et la deuxième étape, c'est on va la construire. Mais se recentrer sur les réseaux, oui, pourquoi pas. Après tout, on peut toujours se recentrer à donner plus de valeur au réseau. Mais se recentrer quand on fait déjà une immense majorité de notre chiffre d'affaires dans les réseaux, je ne sais pas ce que ça signifie aujourd'hui. Donc il va falloir l'expliquer. Il va falloir expliquer en quoi se recentrer sur les réseaux crée de la valeur. Parce que le monde dans lequel on est, il n'est pas très différent du monde d'avant. C'est un monde de compétition. C'est quelle valeur on apporte dans la chaîne de valeur générale. Voilà. Et ça, c'est le grand enjeu. Il faut que tout le monde se dise, en 2030, j'ai une vision assez claire, qui est à la fois assez réaliste et à la fois qui me fait rêver de vers où on peut aller. Il y a un champ des possibles. Et bien ça, il faut le définir. Donc, Lead the Future, c'est un cadre stratégique qui a été posé et je pense que les étapes vont être écrites. Alors, justement, là, on rentre un peu plus dans le détail
de ce que tu évoquais, les unités réseau. Il y a eu récemment, donc en France, une réorganisation des services réseau et infrastructures, la création des unités clients et industrielles. Lorsque tu rencontres les collègues dans tes déplacements en région ou en Île-de-France, que te disent-ils? Quelles sont leurs interrogations? Alors, quand je rencontre les collègues, c'est-à-dire toutes les semaines, parce que je pense que je fais partie de ceux qui se déplacent toutes les semaines, leurs interrogations sont multiples. Elles sont des interrogations évidemment sur l'emploi, ça c'est très important. Elles sont des interrogations sur l'emploi dans les territoires, ça aussi c'est très important, parce qu'on voit bien que l'Île-de-France joue un rôle très important, mais la réduction des emplois de ces dernières années, de ces 10 dernières années, a surtout touché les bassins d'emploi territoriaux. Et ensuite, les questions qui se posent, c'est des questions évidemment autour de l'organisation et de cette compétition extrêmement forte des opérateurs. Rappelons qu'en France, on a beaucoup d'opérateurs par rapport à la taille du pays et on a évidemment, vous le savez tous, les tarifs les moins chers. Donc on est dans une compétition en réalité low cost vis-à-vis du consommateur. Donc la pression qui est mise pour accélérer à la fois la rentabilité et à la fois le développement notamment des nouveaux réseaux et de la 5G est extrêmement important. Donc l'inquiétude des personnels lorsqu'on les rencontre, elle est celle-ci. Évidemment, quand on a 50 ans, on se pose toujours la question de savoir si on va à 60. Quand on a 30, on se demande toujours si on aura un job demain. Mais c'est une question universelle. Au-delà de cette question universelle, il y a une vraie demande, il y a une vraie attente que Orange en permanence réaffirme ce qu'on est, notre leadership, et puis qu'on prenne des engagements, en tous les cas vis-à-vis de nos personnels, sur le travail, sur la rémunération et sur l'avenir. Alors, prenons maintenant un peu de hauteur, hein, c'est le cas de le dire en évoquant maintenant le projet d'Elon Musk, Starlink. Le projet, on le rappelle, c'est de constituer à basse altitude une constellation de 42 000 satellites qui couvrira l'ensemble de la planète. L'objectif est d'amener Internet, y compris sur les zones difficiles, voire impossibles à couvrir. La Lune, donc. L'Europe peut-elle conserver sa souveraineté numérique dans ces conditions? Que dire de la stratégie d'Orange avec Eutelsat? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une disruption possible. Ça date depuis l'origine de l'homme. Voilà, c'est ça. La question est-ce qu'il y aura une disruption liée au satellite? Le satellite, on le connaît depuis très longtemps. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, les ingénieurs, lorsqu'ils parlaient du satellite, ils ne voyaient pas trop l'avenir dans le satellite pour le grand public, pour plein de raisons. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le satellite est arrivé. Et puis, il y a effectivement des personnages hauts en couleur, souvent américains, très ambitieux. Et puis, il y a aussi Orange. Nous possédons, avec Nordnet, une filiale qui propose aujourd'hui des solutions. Je pense que l'enjeu du satellite est le suivant. Nous avons pris l'engagement de garantir le haut débit à tout le monde en France. La question, c'est quelle solution de haut débit? Alors le cuivre va être abandonné, donc le cuivre n'est plus une solution de haut débit. Il reste quoi? La fibre et le satellite. La fibre, elle va rentrer partout où elle peut rentrer de manière à la fois technique et de la fois à manière opérationnelle, financière. Et puis il y a d'autres endroits qui sont très compliqués parce qu'ils sont très isolés, la montagne, certaines de nos campagnes. Moi je viens de Dordogne, donc on est extrêmement sensible à la question de la connectivité. Si la solution satellite est la plus simple à mettre en œuvre et la moins chère, ça sera l'avenir. Donc en réalité vont coexister plusieurs solutions et c'est probablement le sujet le plus intéressant pour aborder le satellite. Mais ne rêvons pas à ce qu'il n'y ait plus de réseau mobile, plus de fibres. Tout ça, c'est très, très prématuré. C'est un complément très intéressant de la stratégie haut débit en France. Alors, en attendant en tout cas que ces projets prennent corps, l'essentiel du trafic Internet transcontinental est acheminé par câble sous-marin. Quelques mots sur ce point et sur la place d'Orange dans ce domaine? Alors, vous le savez tous, Orange a une filiale avec des bateaux. Des bateaux qui posent des câbles, des bateaux qui réparent des câbles. Et d'ailleurs, on a un grand événement depuis cet été, puisqu'on a l'arrivée du dernier bateau, le Sophie Germain. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la biographie de Sophie Germain. C'est un bateau très symbolique, mais qui va porter beaucoup d'espérance, qui va remplacer le Raymond Croze, pas très très loin ici d'ailleurs à Toulon. Quel est l'enjeu? L'enjeu, il est multiple. D'abord, c'est une activité opérationnelle très importante, puisque 98% de l'Internet passe par les câbles sous-marins.
Donc vous voyez, ce n'est pas le satellite, c'est les câbles sous-marins. Ensuite, le deuxième élément, c'est que ces câbles sous-marins, ils sont dans un monde dont il y a des contentieux entre les États particulièrement vulnérables. On peut les couper, on peut les attaquer. Donc ils sont extrêmement importants pour l'humanité parce qu'ils assurent la continuité économique et la continuité de nos sociétés qui n'utilisent pas la connectivité le soir, la journée, pour ses besoins personnels et évidemment professionnels. Donc cette activité, elle est reconnue, elle est majeure. Orange en est le leader en Europe. Il faut non seulement la développer, il faut aujourd'hui la protéger. C'est une activité industrielle extrêmement importante pour nous. Merci. Alors, passons à un autre point, plus terre à terre, celui-ci. Nous en parlerons. Remontons à la surface, en fait. Tu me fais beaucoup naviguer entre l'espace et sous-marin. Je vais boire une petite gorgée d'eau, si vous me permettez. Alors, passons à un autre point, plus terre à terre celui-ci. Nous en parlons de plus en plus. Certains d'entre nous l'utilisent de façon ludique. L'intelligence artificielle. Alors, de ce que tu sais, quels sont les impacts prévisibles de l'intelligence artificielle sur les activités d'Orange et l'emploi, pour la gestion technique, pour les relations clients, les back-office, etc. L'intelligence artificielle, ça va être aujourd'hui un défi posé à l'ensemble de l'humanité, à tel point qu'un grand nombre de responsables, d'ailleurs, techniques, scientifiques, des leaders d'ailleurs de la Silicon Valley dont on parlait précédemment, lancent quelques alertes sur l'usage de cette technologie. Des usages éthiques, évidemment. C'est un petit peu comme le nucléaire d'ailleurs. Si vous utilisez le nucléaire de manière civile, vous apportez de l'électricité, de la chaleur en hiver aux gens avec une électricité dont vous savez qu'elle est décarbonée, mais vous pouvez en faire une bombe. Donc en réalité, l'intelligence artificielle, ça permettra peut-être à un médecin d'améliorer le diagnostic d'un malade, par exemple sur la détection de ces cancers de la peau, par exemple, dont on parle, où l'intelligence artificielle aura peut-être des taux de détection beaucoup plus forts que l'œil humain. Mais ça peut être aussi quelque chose de destructeur qui est utilisé notamment dans des robots tueurs, par exemple, mais qui peut être aussi utilisé à des fins de destruction de l'emploi. Et je vais être très clair là-dessus, parce que nous, on a une vision finalement assez simple de l'intelligence artificielle. Il faut réfléchir à l'intelligence artificielle, à comment elle enrichit nos vies. C'est-à-dire que quand on est un technicien, pour être très, très pragmatique, quand on est quelqu'un qui travaille également dans un centre d'appel, quand on est un ingénieur avant-vente, tout ce qui va permettre d'améliorer notre quotidien, de faire des propositions qui permettent de mieux répondre à notre client, en réalité de faire une sorte de technicien augmenté, d'ingénieur augmenté, de commercial augmenté. Alors là, c'est comme un médecin, ça va être formidable, ça va être formidable. Si ceux qui sont les prescripteurs de l'intelligence artificielle, et notamment les entreprises, sont omnibulés que par l'idée de remplacer les êtres humains, alors là, on est dans une société qui amènera des fractures, mais surtout d'extraordinaires tensions. Et donc, ce que je demande, ce que j'attends, et le débat doit s'ouvrir chez Orange comme ailleurs, c'est que l'intelligence artificielle soit utilisée à des fins qui permettent d'augmenter la capacité à faire son travail et non pas de chercher à vouloir limiter le nombre de personnes qui effectuent ce travail. Et là, on est bien dans une position éthique, mais une position très claire vis-à-vis des autres et vis-à-vis probablement de nos clients. Et peut-être que demain, il faudra une charte et il faudra travailler qu'avec des entreprises qui acceptent un usage éthique de l'intelligence artificielle. Je crois d'ailleurs que sur ce sujet-là, Orange a déjà pris quelques initiatives autour de l'éthique et de l'idée, en tous les cas, de réguler par une charte les acteurs qui utiliseront l'intelligence artificielle. J'allais dire les acteurs, c'est tout le monde en réalité. Mmh. Un dernier point que je souhaitais évoquer avec toi, bien évidemment, puisque tu représentes les salariés actionnaires, celui de l'actionnariat salarié et plus largement celui de l'épargne salariale. Quels intérêts y a-t-il pour l'entreprise et les personnels à développer l'actionnariat salarié ? Alors, tu touches à deux sujets et je vais essayer de les clarifier. Il y a le fait d'être actionnaire de son entreprise, donc on est copropriétaire de l'entreprise, donc particulièrement impliqué à l'entreprise. D'ailleurs, on dit souvent chez Orange, on aime son entreprise, on est attaché à Orange, c'est vrai, mais on l'est attaché de double manière parce qu'on reçoit un salaire et en plus on est copropriétaire. Et on espère bien que ce capital, il va se fructifier. On reçoit essentiellement les actions, notamment au moment de l'intéressement et de la participation. C'est ce qui fait que tous les années, il y a quelques centaines de millions d'euros qui rentrent et qui augmentent la participation des personnels à l'intérieur de l'entreprise, puisque
la plupart de ceux qui nous quittent, TPS, retraite, en règle générale, gardent souvent les actions des années, à la fois parce que c'est une action qui offre une certaine rentabilité, mais parce que ça manifeste quand même ou ça matérialise l'attachement qu'ils peuvent avoir à Orange. Ensuite, après, dans le FCPE, je suis aussi également élu dans le FCPE Orange, il y a ces différents placements que vous avez avec ces fameux termes qui ne veulent pas dire grand-chose d'ailleurs, qui sont là depuis l'origine, Evolutis, Equilibris, etc. D'ailleurs, il faudra sans doute les renommer pour respecter d'ailleurs la législation qui veut qu'on sache réellement où on met son argent, parce que Evolutis, Equilibris ne signifie rien. Est-ce que c'est des actions? Est-ce que c'est des obligations? Est-ce que c'est Europe? Est-ce qu'elles sont green? Est-ce qu'elles sont pas green? Etc. Et je crois que là, s'il y a un gros travail à faire, c'est sans doute de faire un état des lieux. Et vous savez, un bon PEG, un bon plan d'épargne groupe, en réalité, c'est quasiment une assurance vie. Parce que vous pouvez mettre jusqu'à 25% de vos revenus qui sont du coup défiscalisés par an. Si vous avez des supports extrêmement attractifs et qui répondent à votre attente, celui qui veut du social, il y a des supports sociaux. Ceux qui veulent du rendement, on peut mettre du rendement. Et je crois que là, on a un outil qui est extrêmement important. Chez Orange, c'est un outil très important, puisque entre les actions et entre les avoirs qui existent, on parle de quelque chose qui est entre 4 et 5 milliards d'euros d'actifs. Donc ça, c'est important. Rappelez-vous que c'est venu de l'après-guerre, c'est venu du général de Gaulle. Ça fait partie de ce lien qu'on essaie de renforcer entre le salarié et son entreprise. Donc l'épargne salariale, c'est un sujet important. Il faut aussi d'ailleurs qu'on réfléchisse. Pourquoi, par exemple, les femmes en particulier investissent moins ou alors se désengagent plus rapidement lorsqu'elles possèdent effectivement des actions? C'est un sujet qu'il faut regarder. Il faut également regarder quel est le rapport des jeunes des moins de 35 ans dans l'entreprise à l'épargne salariale. Est-ce que ça leur apparaît un truc qui est intéressant de préparer le futur, l'avenir et comme on dit, sa retraite et de commencer le plus tôt possible? Est-ce qu'ils ont d'autres attentes? De quelle manière? N'oubliez pas d'ailleurs que ces dispositifs ont beaucoup de raisons d'ailleurs d'être ouverts. Vous le savez tous, vous voulez acheter une maison, vous pouvez faire un certain nombre d'opérations au cours de votre vie. Donc c'est quelque chose qui est important, qui est extrêmement complémentaire du salaire. Je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs encore sur l'épargne salariale, mais peut-être qu'il est temps de se poser autour de la table, de poser quelques questions et puis de se dire qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce soit plus attractif. Sans doute aussi demander peut-être au travers un sondage que pensent réellement les personnels de leur épargne. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a souvent le point de bloquant pour beaucoup d'entre nous, c'est la capacité d'épargne. On doit agir sur tous les salaires. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire progresser que les bas salaires si on ne fait pas progresser les salaires intermédiaires. Tu connais le débat. C'est un débat où les gens ont l'impression aussi d'être entre deux étaux. Donc on a évidemment des cadres dirigeants qui ont des actions gratuites, les fameux LTIP. On pourra s'interroger d'ailleurs sur leur efficacité, je crois. Ce n'est pas qu'une polémique, c'est souvent un débat important dans les entreprises. Mais il est peut-être temps de regarder en fait toute la diversité de notre épargne salariale et de se poser des questions. Et effectivement, il y a sans doute des choses qu'on peut faire pour améliorer le système. Moi, j'y crois en tous les cas, mais une chose est sûre, c'est un système à améliorer, à préserver, à renforcer. C'est pas un système abandonné, je crois qu'il l'a démontré. Et l'attachement des personnels au travers leur FCPE est particulièrement fort. FCPE, on rappelle. Le fonds commun de placement et d'épargne, qui est le réceptacle dans lequel vous mettez d'ailleurs votre participation, votre intéressement, dans lequel vous avez le PERCO pour la retraite, vous savez, qui va être débloqué qu'à la fin de la retraite. C'est d'ailleurs les deux dispositifs sur lesquels, si vous les placez, eh bien, vous pouvez toucher un abondement supplémentaire. Donc vous avez une épargne d'intéressement et de participation qui est augmentée tous les ans. Mais en effet, tu as raison, la personne qui ne peut pas le placer ne touche pas à l'abondement. C'est un sujet qui nous interpelle évidemment. Et il faut connaître aussi les raisons pour lesquelles des gens ne peuvent pas placer. C'est souvent des raisons personnelles, changement de vie, difficultés financières qui peut durer parfois plusieurs années. Je crois qu'il faut être vigilant auprès de tout le monde. Alors, en termes de développement personnel, qu'est-ce que ça apporte de pouvoir siéger dans le cénacle, finalement, de la stratégie du groupe? Pour toi-même, en termes de développement de connaissances, de compétences, de vision? Je crois que comme tous les salariés, c'est un parcours.
Mon parcours, il est très simple. Il part de la base et on franchit des étapes. On fait des formations. J'ai été représentant du personnel. J'ai été délégué syndical. J'ai été secrétaire d'un CSE. J'ai géré des dizaines de millions d'euros. J'ai participé, comme d'autres, à la mise en place des commissaires aux comptes. J'ai appris aussi, j'ai augmenté ma capacité de compréhension des enjeux financiers. Et puis, pendant des années, j'ai vu tous ces dossiers de réorganisation passer. C'est des dossiers qui nous amènent à devoir travailler pour les comprendre. Donc j'ai fait comme beaucoup, j'ai appris, j'ai accumulé des connaissances, et donc à un moment donné, peut se poser la question de tiens, il y a aussi telle et telle instance, et il y a effectivement le conseil d'administration. Il ne faut pas se leurrer, c'est un lieu passionnant, c'est un lieu dans lequel les débats sont de très très haut niveau. C'est un lieu dans lequel nous sommes légitimes, mais à condition évidemment de travailler, d'apprendre et puis de maîtriser les sujets sur lesquels on veut intervenir. Donc de ce point de vue-là, c'est assez passionnant. Après, c'est un lieu exigeant pour soi-même. Il faut une vraie rigueur quand on y est et considérer en permanence d'abord qu'on y est au titre d'un collectif. Parce que tu sais, tu as des administrateurs indépendants, ils sont nommés par l'État. Pour représenter l'État. D'autres sont nommés par le conseil d'administration. Donc tu as des gens qui siègent en leur nom propre, comme on dit. Tu as des administrateurs qui représentent les personnels, puis les personnels actionnaires, puis des gens qui sont invités, comme le secrétaire du CESEC, par exemple, secrétaire du comité Groupe Monde. Il faut bien considérer qu'à notre place, il faut rester humble. Il faut rester à la hauteur de l'honneur d'ailleurs qui nous est fait de représenter nos collègues. Et puis je le précise parce que c'est important, mais nous ne touchons à titre personnel aucun des jetons de présence, en tous les cas à la CFE-CGC Orange. Ils sont reversés intégralement à l'association qui est notre syndicat pour premièrement aider des personnels en difficulté et faire du développement syndical. Voilà. Donc on est vraiment là au titre d'un collectif. Ça se matérialise effectivement dans ces jetons de présence qui sont versés, pour lesquels d'ailleurs on considère qu'ils sont suffisamment généreux et qu'il n'y a pas besoin de les augmenter. Mais voilà. Bon, alors, ça c'est dit. Nous touchons à la fin de notre rencontre. Thierry, ce fut un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Le job de membre du conseil d'administration, on le voit, donc, semble très riche et nécessite sans aucun doute de développer une belle vision de l'entreprise, tout en restant proche des personnels. Merci donc de t'être prêté à cet exercice et d'avoir consacré ton temps dans une actualité riche. Que souhaites-tu ajouter, compléter avant de nous quitter ? Eh bien, je souhaite d'abord te remercier pour cet échange qui était très intéressant pour moi. Je continue mon travail de terrain, aller à la rencontre des salariés. J'ai 30 déplacements prévus dans les 30 prochains mois. Je fais plus d'une centaine d'interventions publiques par an devant les personnels pour rendre des comptes. Je crois que c'est très important. Pour expliquer ce que je comprends, ce que nous comprenons et partager avec eux les propositions qu'on peut faire. Je crois que c'est ça notre travail. C'est très gratifiant. Ça demande beaucoup d'énergie, évidemment. Mais voilà ce que je voulais en tous les cas rajouter. Je suis bien au service et aux représentants de ces personnels. Et aujourd'hui, dans cette unité d'intervention, qui démontre cet attachement, je crois, très très fort à cette entreprise, parce qu'on ne peut rien faire dans cette entreprise si on n'est pas profondément attaché à son avenir. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Pascal. À vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis, merci. Nous espérons que ces moments passés ensemble auront enrichi votre connaissance des sujets abordés. Nous vous disons donc à très bientôt pour une prochaine édition de notre podcast. D'ici là, partagez, soutenez, faites connaître ce numéro et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.